connais la relégation avec Dijon. Après, je me retrouve à Galatasaray où on fait le pire classement de l'histoire de Galatasaray. Et l'année d'après, je reviens sans faire la reprise avec l'équipe. Je finis champion, tu vois. C'est un truc de ouf. Salut, c'est Sacha Boé et c'est Carré. Je suis un petit qui a grandi dans le 93, comme tu peux le savoir. C'était pas facile, mais c'était pas non plus la galère comme certains ils ont pu connaître, tu vois. Je mangeais toujours à ma faim, etc. Et tu vois, ma mère, moi, elle voulait pas que je fasse du foot. J'étais dans le tennis carrément et un jour, elle m'a inscrit et c'est parti de là. Hein. Après, tout a basculé dans ma vie. Pourquoi ça a marché le foot? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Au début, c'est que le plaisir, de toute façon, quand on est petit. C'est ça, c'est vraiment le quartier. Je jouais au quartier avec mes amis, c'est ça qui me faisait kiffer. Ça jouait tout le temps, vraiment, vraiment. Quand je te dis tout le temps, c'était vraiment tout le temps. Ça jouait à la 60, ça faisait des goal à goal, ça faisait des qualifs. T'as connu les qualifs? Pour te dire, je me souviens de la première qualif que j'ai gagnée avec les grands, j'étais choqué. 60, c'est quoi? Une 60, c'est tu commences avec 60 points et dès que tu te prends un but, t'as moins 10. Et si t'as à 0, t'es éliminé. Et t'étais quel type de gamin? T'étais quel type de joueur? Non, j'étais le petit technique qui s'amusait à dribbler les grands. Tu vois, même pour te dire, hein, à l'époque, là, si tu m'avais dit que j'allais jouer latéral, j'allais jamais te croire. Parce que vraiment, je kiffais trop dribbler et c'était vraiment ça ma spécificité. Ta mère, t'es de quelle origine? Camerounais. Origine camerounaise. Ouais. C'est mon père qui est camerounais et... Ton père ou Non, j'ai pas connu mon père, moi. J'ai pas connu mon père, donc ça veut dire que j'ai pas trop de lien avec le Cameroun. Quel est ton rapport avec le 93? Bah franchement, en vrai de vrai, c'est une mentalité, tu vois, parce que moi, j'ai vraiment tout fait là-bas. Je suis né là-bas, à 2 minutes de chez moi, dans l'hôpital de la ville. J'ai grandi là-bas, j'ai eu tous mes potes là-bas, j'ai toute ma famille là-bas, donc ça fait que ça représente énormément. Et comme je le dis souvent, le 93 aussi, par exemple, dans ma cité, c'est une mentalité. C'est-à-dire, en quoi tu te le rappelles dans le foot? La niaque, jamais lâché, parce qu'il y a des moments où c'est difficile et on sait d'où l'on vient et... Rien que pour ça, il ne faut jamais abandonner, c'est important. J'ai commencé au FC Romainville à 12 ans, j'ai commencé tard hein, comparé aux autres. Après j'ai fait 1 an, je suis parti au Red Star 93 à Saint-Ouen. Et j'ai fait... 12 ans? Ouais, j'ai commencé à 12 ans moi le foot. J'ai fait 2 ans après j'ai signé à Rennes. T'as vu ou pas la dinguerie? En vrai de vrai, ça va super vite. Comme je t'ai dit, moi je connaissais pas les centres de formation, tout ça. Jusqu'à un jour, ma mère elle me dit ouais, t'as reçu une lettre... de quand ils veulent faire un essai. Je dis c'est quoi un essai? Après elle m'explique un peu, je vais là-bas, tout. Direct ils me proposent un contrat. Après j'enchaîne plein d'essais et au final, tu vois, je signe à Rennes. Et pour moi c'était le bon choix et le meilleur choix. Et même pour ma mère elle était contente. En plus c'est à côté en train, tu vois, même niveau scolarité, ils t'assurent un soutien permanent. Il y a l'étude, il y a tout. Et t'es jamais livré à toi-même en vrai de vrai. Et c'est la première fois que tu te rends compte que c'est pas si facile. C'est ça, c'est ça. Surtout au niveau scolaire, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Parce que quand tu passes d'un collège dans le 93 à Montreuil, et là tu passes à Rennes, j'avais l'impression que c'était pas les mêmes évaluations. T'étais vu comment? T'étais dans un collège avec tout le monde? On était avec des gens, ils faisaient pas de foot. Donc ça veut dire direct, quand tu arrives dans le collège, tu as une étiquette entre guillemets de footeux, même si t'es petit. Et il y a des gens qui aiment pas ça, même en passant par les profs, hein, tu vois. Il y a eu des conflits, hein, du genre, tu connais, des gamineries, des embrouilles. Ça part d'à rien, mais au final, tu sais qu'au final, le mec, il a la rage parce que toi, tu joues au foot et pas lui. En vrai de vrai, on se rend pas compte, mais à 14 ans, quand tu quittes ta famille et que tu te retrouves vraiment tout seul, parce que moi, j'avais pas d'amis quand je suis arrivé. Je connaissais personne, c'est vraiment compliqué, surtout avec les réseaux sociaux de notre génération. Tu vois, tous tes potes, ils sont ensemble, toi, t'es tout seul. En plus, c'est dur, c'est la galère. Et c'est dans ces moments-là où il faut s'accrocher, il faut avoir un bon entourage, sinon ça peut très vite, tu peux très vite couler. Rennes, donc t'arrives meilleur centre de formation. Comment t'es devenu l'un des latéraux prétendants à l'équipe de France quelques années plus tard? Parce que ça va vite, mine de rien. J'étais excentré, je driblais, je courais vite, je marquais beaucoup de buts, énormément de buts. Et arrivé à Rennes, ça se passe bien. Et d'un coup, ils me font reculer. Et au début, je te mens pas, c'était dur. Moi, je voulais pas défendre, j'aimais pas défendre et je connaissais pas défendre. Après, j'ai rien lâché, j'ai travaillé défensivement. Je remercie mes coachs d'ailleurs qui m'ont fait progresser à Rennes sur ça. Le truc qui a changé ta vie, tu te dirais c'est quoi? Parce que des gars, des talentueux qui ont laissé passer leur rêve, qui n'ont pas compris le moment où il fallait s'adapter, tu vois, on en connaît tous des millions. Et au final, toi, t'es passé. En vrai, moi, j'ai un épisode dans ma formation qui m'a beaucoup forgé aussi. J'avais 17 ans, on joue au Racing. Je redescends au 17 NAS. Nous, on n'avait pas de match en 19 NAS. Et au bout de 5 minutes de jeu, ma mère, elle n'a même pas le temps d'arriver au stade. Je me fais une fracture du plateau tibial et arrachement osseux de la TTA. Ça veut dire ils ont dû me mettre des vis. J'arrivais pas à plier la jambe, tu vois. Pour te dire, je pouvais même plus faire du vélo pendant un moment. Et pendant 2 mois, j'avais même pas le droit de poser mon pied au sol. Le chirurgien, il m'a dit que je devais arrêter le foot. Ça, c'était vraiment dur. Je me blesse juste avant l'Euro.
Non, pardon, juste avant la Coupe du Monde. Mais sportivement, j'étais bien, mais j'étais pas top. La rééducation, elle a dû être longue. 8 mois, c'était vraiment dur. Et ça a été un moment compliqué, un moment où heureusement il y avait ma famille, tu vois. Et cette période, elle m'a beaucoup forgé mentalement. Et c'est ça qui a fait que la dalle, entre guillemets, elle est devenue beaucoup plus présente dans ma vie et dans mon jeu. Et donc ensuite, tu vis une relégation, ce qui est toujours un truc traumatisant dans un club. Et d'ailleurs, Dijon, ils sont jamais remontés. Non. Et en même temps, tu fais une arrivée à Gala, toi qui n'es pas non plus un joueur très connu, et qu'on fête comme une superstar. Moi, à Dijon, j'étais content d'arriver à Dijon parce que je me dis, je suis en Ligue 1, je suis jeune, je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir faire mes matchs. Et au final, c'est ce qui se passe. Mais tu vois, quand tu es dernier, tu prends des valises à chaque match, tu peux pas bien te montrer. Donc ça veut dire, il se passe la saison, je fais mes 25 matchs de Ligue 1, mais on descend. Et là, j'arrive, comme tu as dit, je suis un joueur inconnu. Et j'arrive, j'ai un accueil de fou dans un pays que je connais même pas. C'est fou. C'est une pression, mais il faut la prendre positivement. Si tu la prends pas positivement, ça va être très dur. Très dur, parce qu'en plus, les supporters, tu vois, ils sont vraiment fanatiques, ils sont durs avec les joueurs, tu vois. Donc quand tu leur donnes pas satisfaction, là, il faut vraiment être fort mentalement. Je pense plus en Turquie que dans n'importe quel autre championnat, parce que les fans, ils sont énormément. Pour moi, quand tu as joué en Turquie, encore plus à Galatasaray, tu peux supporter n'importe quelle pression de n'importe quel autre club. Je pense qu'il n'y a pas pire. Qu'est-ce que tu as vécu de plus ouf depuis que tu es là-bas? Quand tu vas manger au restaurant, il y a une personne a fait une photo, et après là, tu es là, tu fais la photo, et après autour de toi, il y a un mouvement de foule, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment violent, parce que, entre guillemets, tu passes de l'anonymat à être une star dans un pays. Des fois, par exemple, tu vois, je fais des photos avec des gens, tu vois, ils me mettent la main sur le dos, par exemple, tu sens qu'ils tremblent. Et ce qui est fou, c'est que encore aujourd'hui, pour les vrais kiffeurs de ballon, tu es super connu, mais pour le très grand public, tu n'es toujours pas connu. Ouais, aussi. Après, c'est particulier. C'est une immense star là-bas, 1000 fois plus que chez toi. Ouais, c'est sûr. Après, parce que tu vois, les gens, ils suivent pas trop la Turquie. Mais en vrai de vrai, avec la Ligue des Champions, même moi, je le sens que ça commence à changer. Par exemple, en France, on m'arrête beaucoup plus, on me reconnaît beaucoup plus que comparé avant. Avant, j'étais, comme tu as dit, une star en Turquie et chez moi, j'étais limite incognito, tu vois. Il y a eu un effet Manchester, t'as senti ou pas? Ouais, de ouf. Il y a un effet Ligue des Champions tout court. Même quand j'ai marqué contre Copenhague, j'ai senti direct. Il y a 2 ans, il y a eu l'Europa League, tu vois. Et on avait joué contre le Barça, tout bien. J'avais fait des bons matchs, des belles prestations. Ça n'avait pas hypé de ouf comparé à la Ligue des Champions. Vraiment, la Ligue des Champions, c'est quand on dit la Ligue des Champions, c'est une autre catégorie. C'est vraiment une autre catégorie. Les gens, tu vois, ils connaissent pas la Turquie, mais c'est sur un match comme ça, juste un match, qu'ils vont te juger. Ça, c'est violent aussi à vivre. Ouais. Si tu te rates, tu peux faire un mauvais match, n'importe qui fait un mauvais match. Ouais, ça arrive. Mais tu le fais ce jour-là, tu restes catalogué, ce jour-là, il peut changer ta vie dans un côté. C'est ça. En Turquie, c'est toujours pareil. Il y a le plus, le moins. Être 13e avec Gala, comment ça se passe? Franchement, c'est une dinguerie. Au moment où j'arrive dans l'histoire du club, ils n'ont jamais été aussi mal classés. C'était chaud. C'était vraiment chaud. En mode, on était en match, il y a des mecs de mon équipe, tu vois, ils touchaient la balle, ils se faisaient siffler. Et les sifflets de Galatasaray, là, au Rams Park, c'est pas les mêmes sifflets que n'importe où, hein. C'est vraiment des sifflets de fou. Et même dans la ville, tu vois, quand tu sors... Moi encore, je comprends pas le turc, tu vois. Mais il y a des gens, ils vont passer à côté de toi, ils vont te dire « En gros, t'es gaze, réveille-toi. T'es pas venu là pour faire je sais pas quoi, vous êtes nul, réveille-toi. » Il faut faire attention, hein. Surtout ici, c'est une grande ville. Ça veut dire que tu peux croiser des supporters n'importe où. Donc ça veut dire qu'en vrai, quand tu finis 13e, limite, tu sors pas de chez toi. Parce que si les gens ils te voient manger dehors, ils vont dire ouais, il s'en fout. Alors que pas du tout, tu vois. Tu peux manger dehors et être affecté comme si tu étais chez toi, hein. Mais les gens, ça, ils le voient pas pareil que nous. Et alors, la saison d'après, mec, moi, je veux que tu me racontes tout sur comment l'équipe, elle passe de 13e à 1er. Tu vas rigoler encore, hein. Mais moi, quand la saison elle commence, moi, je m'entraîne avec les U19. Je fais pas les stages avec le groupe en Autriche, etc. Je suis sur le côté. Et j'arrive, je m'entraîne avec l'équipe pour la première fois à 2 jours du premier match de championnat. Et après, quelques mois après, tu retournes tout. C'est ça, c'est exactement ça. Je finis de m'entraîner avec les U19 à être l'un des joueurs qui a le plus joué de l'équipe sur la saison. Comment l'équipe elle se transforme? Comment ça se passe? Il y a un changement de coach, une nouvelle direction qui recrute des gros joueurs, comme notamment Icardi. Et au début de saison, ça se passe normal. Et d'un coup, quand on a commencé à bien jouer ensemble, direct ça a pété, tu vois. On a fait 14 victoires d'affilée. Le titre,
il vient vraiment petit à petit. Parce que comme je t'ai dit, on fait 14 victoires et Fenerbahçe sont toujours à 2 points de nous. T'imagines? Ça veut dire, nous, dès qu'on joue, par exemple, le samedi, le dimanche, je suis chez moi, je bouge pas, j'attends juste que Fener il joue. Et je me dis, là, faut qu'il perde des points, faut qu'il perde des points. Et on fait un match contre Karagümrük, on fait 3-3. Je mets un but, je fais une passe D et on fait match nul. Et si Fener il gagne, tout est relancé. Et la dernière journée de championnat, on joue contre Fener. Fener, ils font un match nul contre Istanbulspor. Ils prennent un but à la dernière minute. Quand je te dis dernière minute, c'est dernière minute. Et là, on savait qu'on allait être champion. Et après le dernier match de la saison, on est déjà champion. Et on reçoit Fenerbahçe, on gagne 3-0. C'était magnifique. Pendant 2 jours, on a fêté le titre. C'était le feu dans tout Istanbul. Après, je suis rentré à Paris. C'était incroyable. Je peux même pas te décrire parce qu'il fallait le vivre. Mais tu vois, avec les supporters, même la cérémonie, c'était hallucinant. Hallucinant. Par contre, Icardi, c'est un délire quand même. Bah, quand je le vois arriver, tu vois, je me dis comme tout le monde. Parce que moi, j'avais l'image de Icardi du PSG. Capable du meilleur comme du pire. Et quand il est arrivé, moi, personnellement, je savais pas à quoi m'attendre. Après, dès qu'il a joué le premier match et il a marqué, et même aux entraînements, il est impliqué de ouf. Quand j'ai vu qu'il était comme ça, là, dans une bonne mentalité, et en plus, il reçoit l'amour des supporters, des joueurs, du staff, ça pouvait que bien se passer. Parce qu'il était top dans sa tête, il était super bien. Parce que c'est un joueur différent sur le terrain quand même, il en reste presque plus, des purs neufs quand même, ça, des tueurs, quoi. Il lui faut une balle dans la surface, il plante. Mais après, je pense que Mauro, c'est un joueur, il a besoin d'amour aussi. Je pense qu'il a besoin d'amour et le fait que les supporters ils leur donnent autant d'amour, et tu vois, sur le terrain, ils mouillent le maillot pour leur rendre. Et c'est bien. C'est une jolie histoire parce que vous avez suivi les trucs, ils en ont fait des trucs comme ça a fait en France là avec les histoires avec sa femme. Il y a eu des trucs qui sont sortis, etc. Mais tu vois, il était souriant dans le vestiaire. C'est pas des trucs qui l'affectaient. Vous, ça vous a pas parasité parce qu'à Paname, non. ça avait été relou avant. Bah nous, ça aurait pu nous parasiter si lui, tu vois, ça lui posait un problème et du coup, ça se reflétait sur le terrain. Mais vu que sur le terrain, il était bien et qu'il montrait pas que ça lui faisait quelque chose, bah nous, on était tranquille. Il y a quoi qui tilte dans ta tête quand je te parle d'équipe de France? Coupe du Monde 2018, hein. Je pense à ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai représenté l'équipe de France U17, U19, U20 et j'ai été en espoir l'année dernière, tu vois. C'est un rêve, mais pour moi, c'était plus un objectif. Si tu m'avais dit qu'un jour, j'allais jouer pour l'équipe de France, je t'aurais pas cru. C'était vraiment au fur et à mesure, c'est devenu un objectif dans ma tête, surtout quand j'ai vu des mecs de mon équipe qui y allaient. Donc, je me suis dit que, allez, on y va. Mais franchement, moi, je suis dans une optique où il faut laisser du temps au temps. Tu vois, je fais des bonnes prestations, je continue sur ma lancée et même si ça ne vient pas tout de suite, je sais que si je continue bien, un jour, ça va venir. Et que voilà, à un moment donné, quand ça va venir aussi, il va falloir la saisir parce que c'est pas le tout d'être appelé une fois en sélection. Le but, c'est d'être appelé et d'y rester le plus longtemps possible. Les gens t'en parlent beaucoup? Ouais, de plus en plus. Après, moi, j'essaie de faire abstraction de tout ça parce que quand les gens ils te parlent beaucoup d'un truc, quand par exemple la sélection elle vient pas, au final, tu vas te retrouver déçu et ça peut beaucoup t'affecter. Donc moi, je calcule pas trop les trucs comme ça. Et la Ligue des Champions, tu penses que c'est un truc qui peut t'aider à accéder à l'équipe de France ou Ouais, à accéder énormément ça. Bah c'est comme je t'ai dit, c'est les matchs comme ça que les gens ils regardent et quand ton nom il sort beaucoup, par exemple pour l'équipe de France, que les gens ils vont être plus attentifs à regarder ton match. Là, ils vont vraiment te scruter et voir ce que tu vaux réellement. Est-ce que tu as l'âge pour les JO ou c'est mort, toi? Ouais, j'ai l'âge pour les JO. Non, j'ai pas l'âge. J'ai pas l'âge pour être sélectionnable direct, mais après, tu vois, il peut prendre des joueurs pour les JO. Ah oui, mais là, tu rentres en concurrence avec... Ouais, non. Après, je m'avance pas sur ça, hein, jamais. Potentiellement, je peux les faire, tu vois. Et c'est un truc qui te ferait kiffer de jouer les JO? Ouais, ça ferait kiffer n'importe quel sportif de faire les JO. Chez toi, accessoirement. Surtout à Paris, t'imagines? À Paris, tu fais les JO, c'est incroyable. Surtout être au camp olympique, tu vois. Le camp olympique, c'est une dinguerie parce que tu vois tous les athlètes, t'es mélangé avec tous les sports et ça doit être une expérience top à vivre. T'en es où de ta carrière et tu peux aller où? Comme je l'ai toujours dit, je l'ai jamais caché, moi, mon rêve c'est de jouer en première ligue, tu vois. C'est un championnat que je regarde énormément et qui m'attire et que je pense même mes qualités, elles sont faites pour être là-bas. Et après, dans une carrière, c'est petit à petit. Il y a des étapes, des objectifs à long, à court terme. Et voilà, on va voir on va tout prendre ce qu'il y a à prendre en tout cas. Les gens parlaient beaucoup d'Arsenal cet été. Est-ce que c'était vrai? J'ai eu des contacts avec des clubs. Galatasaray, ils ont reçu des offres.
J'ai eu des opportunités en première ligue. Et Arsenal, c'était vrai? je pense pas. Hein. Je pense pas que c'était vrai. Il y a eu des rendez-vous entre les dirigeants de Galatasaray et d'Arsenal. Mais moi, en tout cas, quand il y a un intérêt et il n'y a pas d'offre, pour moi, ça sert à rien. Parce qu'il y a un monde d'écart. C'est vrai que l'OM s'est intéressé à toi? Ouais, l'OM, c'est vrai aussi. L'OM, c'est vrai. Après, je peux pas te dire pourquoi, comment, mais ouais, il y a eu des trucs avec l'OM. Les Parisiens jouer à l'OM, c'est possible. Ouais, il y en a qui l'ont fait, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Bien sûr. Ouais. Et t'aurais imaginé numéro 93 avec l'OM? Non. Non, je suis pas assez fou. Je suis pas assez fou pour faire ça. T'as un lien particulier avec le PSG, on va pas se mentir. T'es banlieue parisienne, petit, t'étais supporter du PSG. Ton premier match, c'est au Parc contre Neymar. Ouais. L'un de tes modèles, c'est Hakimi. Ouais, PSG, c'est... Déjà, est-ce que c'est vrai tout ce que je t'ai dit là? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après, tu vois, par exemple, le PSG, quand tu viens de Paris, pour moi, t'es obligé de les supporter, tu vois. Et après, moi, depuis tout petit, même, pour te dire, Pastore, tout ça, c'est des joueurs, ils me faisaient kiffer. T'étais plus Pastore que Serge. J'aimais bien les deux. Hein. Les Pastore, les petits ponts qu'ils mettaient, c'était trop. Tu veux passer au zapping? Attends, comme ça. Merde. C'était comment déjà? J'ai un mytho extraordinaire. Mathys Tel est le futur du Bayern Munich. Salut à tous, c'est Mathys Tel. Alors ça c'est la petite anecdote pour Carré. Tu vois, esprit d'équipe. C'est carré. Abonnez-vous.